La France en fait-elle assez au niveau européen pour lutter contre la catastrophe climatique? La réponse est non, d'après une résolution adoptée le 26 novembre par la Commission des Affaires européennes de l'Assemblée nationale. Après la COP30 au Brésil et 10 ans après l'accord de Paris sur le climat, le gouvernement manque d'ambition, dit cette résolution. On en parle sur Euradio avec celle qui est à l'initiative de cette résolution, la députée écologiste de la 4e circonscription de Loire-Atlantique. Bonjour Julie Laernous. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Radio. Alors pourquoi vous avez décidé de proposer cette résolution ? On est aux 10 ans de la COP21. On a des alertes répétées par toute la communauté scientifique qui dit que ce qu'on avait convenu à la COP21, c'est-à-dire de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré et pas dépasser la barre des 2 degrés, et en passe d'être, pour le coup, ces limites sont en train d'être franchies. Et puis on a quelque chose d'assez étrange dans la période, c'est là où l'urgence est la plus forte. On voit aussi des effets du réchauffement climatique de manière très concrète et tangible, y compris en France. Le mot climat a disparu, on n'a pas de loi de programmation énergie-climat, on n'a pas de programmation pluriannuelle de l'énergie. Et en fait, dans notre modèle système démocratique, on ne sait pas trop ce que l'État et les gouvernements successifs négocient au niveau de l'Union européenne. Et d'ailleurs, quand on creuse, on voit pas très bien la ligne qui poursuivent, en tout cas pas forcément la ligne de la lutte contre le réchauffement climatique, alors que notre pays a hébergé la COP21. Et donc, il me semblait important de remettre une résolution sur la table, de la faire adopter en Commission des Affaires européennes et de la faire adopter par la suite pour réaffirmer l'ambition sur le climat. Parce que si on revient sur les dernières négociations climatiques, il y a donc eu la COP30 au Brésil, mais surtout cet accord trouvé entre ministres de la transition écologique ou du climat au niveau européen, avec un nouvel objectif de réduction des gaz à effet de serre, 90% pour 2040. Ce n'est pas satisfaisant, selon vous, cet objectif ? En fait, il y a deux choses, c'est-à-dire que déjà, on a retardé l'adoption de cet objectif des moins 90%. En fait, le constat, il était assez clair au niveau européen, et la présidence danoise, c'est que, en fait, on avait un objectif de moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, donc à peu près dans 4-5 ans, et puis un objectif de neutralité carbone pour 2050. Mais en fait, on voit que la marche est très haute, qu'on n'est pas totalement sur la trajectoire des moins 55% pour 2030, et qu'il fallait un objectif intermédiaire, donc pour 2040. En plus, avec le retrait de la COP des États-Unis, il y avait besoin que l'Europe se montre leader dans l'espace international sur les objectifs du climat, et donc d'avoir un objectif intermédiaire, donc pour 2040, qui soit ferme et ambitieux. À ça, la France a tergiversé beaucoup. C'est ce qu'on a aussi vu par toutes les personnes qu'on a auditionnées, notamment le Haut Conseil pour le climat ou des membres du GIEC, qui nous ont aussi expliqué que, en fait, la France avait freiné en réalité l'adoption de cet objectif. C'est-à-dire qu'ils auraient pu l'adopter avant la COP30, que l'Union européenne arrive avec quelque chose de ferme et de tangible. Et en réalité, la France a mis beaucoup de conditions et a donc retardé l'adoption de cet objectif. Mais c'est pas le seul problème, c'est qu'en fait, en apparence, on a un objectif ambitieux de moins 90% en 2040, on dit c'est super, mais quand on creuse, on a mis des flexibilités qui sont assez énormes, c'est-à-dire qu'on a dit que de ces 90%, 5% on pouvait l'acheter avec des crédits carbone à des pays tiers, et donc sur notre sol européen, c'est plus que 85%. Et on a ajouté ce qu'on appelle des freins de secours par rapport aux puits carbone naturels, donc nos prairies, nos zones humides, nos zones boisées, en disant ils ne vont pas bien. C'est aussi l'effet du réchauffement climatique, mais aussi de l'artificialisation des sols. Et donc, on a rajouté un frein de secours de moins 3%, donc pour diminuer encore plus l'ambition. Et donc, on voit bien que en apparence, on essaye de sauver les apparences, mais que dans la réalité, on a du mal à le concrétiser. Alors, ce sont vos mots, hein, vous l'avez dit, le gouvernement a tergiversé sur ce nouvel objectif européen de réduction des gaz à effet de serre. Comment, à l'avenir, le gouvernement, et c'est l'objet de votre résolution, peut mieux jouer son rôle dans les négociations climatiques ? En fait, je pense que déjà, ce qui est très compliqué, c'est que le gouvernement et les ministres partent sans en informer la représentation nationale, sans dire ce qu'ils vont poser sur la table. Et c'est accentué par le fait qu'en plus, depuis que je suis élue députée, on n'a pas de stratégie énergie-climat pour notre pays. Et donc, dans cette période d'extrême flou, d'instabilité politique, quand la représentation nationale n'est même pas associée avec le positionnement que prennent les ministres
dont certains ne connaissent même pas l'existence ou le nom, c'est compliqué d'avoir une légitimité. C'est-à-dire, la ministre va de son propre chef négocier on ne sait pas trop quoi au niveau européen, et ça affaiblit forcément le positionnement français, parce qu'elle n'a pas le soutien, en tout cas, du Parlement ou de la représentation nationale. D'ailleurs, personne ne sait vraiment ce qu'elle négocie. Et vous demandez à ce que le Parlement soit associé à l'élaboration de cette stratégie avec le gouvernement, que avec quoi le gouvernement va négocier, ça soit discuté par la représentation nationale? Ça me paraît plus logique et absolument transparent. On a par exemple vu que au cours, et ça, la Direction Générale Énergie-Climat ne savait pas tellement nous l'expliquer non plus, c'est eux qui sont aussi normalement à la manœuvre pour préparer les positionnements français, c'est que jusqu'à avant l'été, la France était contre les crédits carbone à 5%. Contre les crédits carbone, très réticente, en disant en fait c'est à nous de faire les efforts et on ne va pas les acheter à des pays tiers. Et la France a complètement reviré de position après ce nouveau gouvernement et a été fer de lance pour élargir les crédits carbone. La Commission européenne ne voulait pas aller au-delà de 3% et la France a poussé aux côtés de l'Italie pour aller jusqu'à 5%. Donc, vous demandez effectivement est-ce que le Parlement joue un rôle plus important. Il y a un autre Parlement, le Parlement européen, qui a voté il y a quelques semaines la directive Omnibus qui a diminué notamment l'application du devoir de vigilance des entreprises en matière environnementale, une des mesures du pacte vert adopté à l'été 2020. Qu'est-ce que ça dit sur l'ambition politique européenne pour le climat, d'après vous ? On voit là aussi que les politiques environnementales et climatiques, qu'elles soient au niveau international avec les populistes américains, le drill baby drill de Trump, mais aussi en Argentine, on voit aujourd'hui que ce populisme, il arrive aussi aux portes de l'Europe et qu'il y a une pression pour dire qu'il ne faut plus faire d'écologie, que ça ne sert à rien. Et donc cette pression se ressort aussi au Parlement européen. Et c'est vrai que quand on a un État membre aussi important qu'est la France, parce que la France pèse quand même beaucoup au sein de l'Union européenne, qui n'a pas des ambitions fermes et qui n'a aucune stratégie énergie-climat, forcément, cette faiblesse, elle se ressent de manière générale face aux populistes qui vont toujours essayer de détricoter la réglementation environnementale. Et pour terminer, Julie Léhernous, le même jour que l'adoption de votre résolution sur l'ambition climatique de la France, une autre résolution européenne a été adoptée sur la désinformation climatique, résolution de votre collègue Sophie Taillé-Polian. Quelles actions, selon vous, doivent être prises pour éviter justement que de fausses informations se propagent, en particulier sur les thématiques climatiques? En fait, ce qui était très intéressant, c'est qu'à la COP de Belém, il y a eu justement pour la première fois le sujet de l'intégrité de l'information qui est remonté et sur lequel il y a eu un accord. Et ma collègue Sophie Taillé-Polian et moi-même, on a mené pas mal d'auditions en parallèle avec notamment le Haut Conseil pour le climat qui témoignait aussi des difficultés puisqu'ils sont un organe extérieur et que c'est difficile de rétorquer ou face à des fausses informations, et donc il y a besoin aujourd'hui d'être très conscient de ce qui se passe sur les médias. Et ma collègue Sophie Taillé-Polian en dehors de cette résolution sur l'intégrité de l'information, elle se bataille aussi sur les médias publics, parce qu'on a un vrai combat dans la désinformation, et notamment sur le climat, qui pèse énormément. C'est le pouvoir des lobbies fossiles qui font tout, y compris pour racheter des médias, afin de diffuser des fausses informations sur tout ce qui est réchauffement climatique et les énergies fossiles. Et au Parlement, vous sentez que du côté de certains groupes politiques, il y a un manque de prise de conscience de la situation climatique ? Totalement. C'est-à-dire que les scientifiques, quand j'ai été élue la première fois en 2022, les scientifiques du climat avaient organisé justement pour informer les parlementaires sur le réchauffement climatique, notre responsabilité dans la période à venir, des stands pour diffuser cette information. En réalité, seuls les députés qui étaient convaincus y sont allés, et on voit, j'observe au Parlement que beaucoup de députés méconnaissent totalement les mécanismes qui paraissent quand même assez
compréhensibles pour le commun des mortels, mais qui sont liées au réchauffement climatique ou à l'érosion de la biodiversité. Et c'est quelque chose de préoccupant, alimenté là aussi par des titres de journaux rachetés par des proches de l'extrême droite qui diffusent carrément des fausses informations sur le climat, sur les énergies renouvelables. Et donc ce climat populiste nuit forcément à la prise de conscience. Pour autant, ce qui est rassurant, c'est quand on regarde les sondages qui ont été faits sur la perception des Français, notamment des énergies renouvelables ou du réchauffement climatique, on voit que les Français sont bien conscients du réchauffement climatique, de ses effets néfastes, des origines anthropiques et notamment des énergies fossiles dans ce réchauffement climatique et de la nécessité de se tourner vers la rénovation et aussi vers les énergies renouvelables. Et vers les énergies renouvelables, c'est l'un des items de votre résolution adoptée le 26 novembre, on le rappelle, par la Commission des Affaires européennes de l'Assemblée nationale, qui doit maintenant être adoptée en séance plénière. Merci beaucoup Julie Léherdous. Je rappelle que vous êtes députée écologiste de la 4e circonscription de Loire-Atlantique. Merci d'avoir été avec nous sur Euradio. Merci à vous.